Bienvenue à tous les amis dans ce nouvel épisode de Planète Ingé, le premier podcast qui donne enfin aux ingénieurs une place de choix dans le brouhaha des médias pour vous permettre de comprendre l'actualité et ses enjeux grâce à ceux qui agissent, construisent, innovent et font bouger les lignes au cœur de notre société en pleine transformation. Ce podcast est entièrement coproduit avec vous, ses auditeurs, avec pour objectif de le faire grandir sans qu'il ait besoin de faire appel à de la publicité pour continuer d'exister. Alors si vous aimez l'émission et que vous souhaitez aider Planète Ingé, vous pouvez faire un don direct sur la page Tipeee de l'émission qui se trouve à l'adresse soutenir.planeteinger.fr. L'argent récolté sert à payer les charges de l'émission, la publicité pour le faire connaître, mais aussi l'équipement et les déplacements pour plus de super interviews sur le terrain. Je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode. N'oubliez surtout pas de vous abonner et je vous laisse en compagnie de l'invité pour un nouveau super épisode de Planète Ingé. Bonne écoute! Bonjour à tous, bonjour Valentin, merci de me rejoindre sur ce nouvel épisode de Planète Ingé. Comment ça va ce matin? Bonjour Mathieu, écoute, je suis très content de te rejoindre pour parler avec toi sur ce podcast. Ok, super. Alors aujourd'hui, la thématique pour les gens qui nous rejoignent, on va parler d'intelligence artificielle, on va parler des modèles et puis des secrets qui se cachent derrière les fameux ChatGPT, DALL-E ou toutes ces choses-là. J'avais envie d'interviewer un ingénieur, en fait, un data scientist qui travaille sur ces sujets au quotidien et qui va pouvoir nous éclairer un petit peu plus. Valentin Strache, on dit Strache, hein, je ne me trompe pas. C'est ça, c'est exact. Ok, donc pour un lundi matin, je pense qu'on est bon, on a bien démarré. Je te laisse te présenter aux auditeurs, nous dire un petit peu qui tu es, et puis après, on va attaquer directement dans le vif du sujet. Ok, effectivement, comme tu l'as expliqué, je suis data scientist. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on va faire des modèles mathématiques avec de l'informatique pour résoudre des problèmes. Ça peut être, par exemple, par le passé, quand j'étais chez Webedia, ça peut être des choses liées au cinéma, par exemple, prédire le box-office, combien d'entrées va faire un film avant qu'il sorte. Ça peut être faire des modèles de spam pour détecter de la fraude. Ça peut être des choses plus aussi proches du data analyst, faire des analyses pour comprendre tel ou tel phénomène. Aujourd'hui, je suis manager dans une boîte de conseil qui s'appelle Elevate, toujours en data science. La practice dans laquelle je suis s'appelle Data and Tech, mais je vais beaucoup adresser des sujets data science. Ok. Et tu es aussi créateur de contenu, tu as un site à toi, tu formes les gens aux mathématiques, c'est ça? Oui, tout à fait. Il s'appelle Progress en maths. Là, en janvier, au moment où on tourne, on est le 30 janvier. Et je pense qu'il va faire à peu près 120 000 vues sur ce mois. Ok. Donc ce sera l'objet de ça commence pas mal. Ouais, ce sera l'objet de la deuxième partie de l'épisode avec Valentin. Là, on va se concentrer sur l'intelligence artificielle. D'ailleurs, c'est pas un mot un peu galvaudé, utilisé à toutes les sauces, l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on l'utilise pas à tort? Et fondamentalement, c'est quoi les différences avec ce qui se cache derrière, qui est en fait du machine learning? Donc, si tu peux juste nous expliquer ce que c'est le machine learning, la différence fondamentale avec ce qu'on pourrait appeler l'intelligence artificielle. Oui, alors, le machine learning, pour donner une définition, ça va être utiliser des modèles mathématiques pour faire apprendre des choses via des algorithmes à un ordinateur. Donc, par exemple, on va lui donner des datas. Avec ces datas, on va lui fournir un modèle et l'ordinateur va apprendre selon des règles d'apprentissage qu'on lui a données. Ça, c'est le machine learning. L'intelligence artificielle, finalement, c'est beaucoup plus large. Pour moi, le machine learning, ça va être une branche de l'intelligence artificielle, mais on va souvent marketer du machine learning directement comme de l'intelligence artificielle. Par exemple, il y a l'intelligence artificielle symbolique qui consiste à faire juste apprendre des choses avec des règles et qui vont fonctionner et qui ne sont pas du machine learning. Quand on va les robots là, du MIT que beaucoup de gens ont vu, ça va être aussi pour moi de l'intelligence artificielle avec une certaine forme d'apprentissage. Et après, il y a le machine learning. Et, voilà. Et souvent, on va confondre les deux alors que ce sont deux choses assez différentes. Moi, je suis un peu bête, j'ai pas compris en fait. Tu vois là, typiquement, Ok. tu m'as parlé d'apprentissage pour dans les deux cas. Et est-ce que tu peux aller un petit peu plus loin dans Ouais. le fond de ta pensée? Ouais. En fait, déjà, je pense qu'on peut mettre quand même
une inclusion, c'est-à-dire que le machine learning, c'est une sous-branche de l'intelligence artificielle. D'accord. D'accord? Sur ce point-là, OK. Hem, L'intelligence artificielle, c'est beaucoup plus vaste, c'est-à-dire que ça ne va pas que concerner des modèles d'apprentissage. D'accord. On pourrait, on pourrait imaginer d'autres choses, mais en tout cas, c'est quelque chose qui se rapprocherait de manière générale d'une forme, d'intelligence, de la machine. Mais D'accord, donc mais où mais où en fait, on ne se met pas de limite sur la manière d'apprendre les choses. d'accord. Donc en Tandis fait, que le machine learning, il y a une notion de on va, apprendre les choses grâce à des modèles mathématiques. d'accord. Et d'ailleurs, ça va revenir un petit peu dans les explications qu'on va donner et les interprétations qu'on fait des outils, qui pointent, le bout du nez, dont on a beaucoup parlé en ce moment, comme ChatGPT. En fait, c'est des modèles qui apprennent sur du contenu existant. Donc en fait, ils Oui. tournent un petit peu en boucle sur un système fermé qu'est le net, en fait, finalement. Oui, tout à fait et même en fait, il n'est pas en temps réel sur le net, c'est-à-dire qu'un un ChatGPT, je crois que ses data d'apprentissage, elles s'arrêtent en 2021. D'accord. Donc par exemple, il ne sait pas que Macron a été réélu en 2022. Ah oui, d'accord, OK. Oui, donc il y a encore des limites. Qu'est-ce qui te passionne, toi, dans ces sujets-là, justement? Qu'est-ce qui t'a poussé à travailler dans ces domaines? Alors déjà, je pense que j'ai découvert un peu par hasard, moi de base, je pense même si je l'ai pas dit, que, tout le monde l'aura compris, je viens des maths. Hem Et donc, je cherchais un peu ma voie là-dedans et j'ai découvert, ce domaine précis un peu par hasard et hem et en fait, bah, ça correspond sur pas mal de trucs à ce qu'on voit dans pas mal de bouquins de science-fiction. Puisque, on arrive sur des choses assez futuristes et c'est ce qu'on voit avec un ChatGPT. Hem et finalement, voilà, des machines intelligentes qui peuvent être, d'ailleurs ces livres de science-fiction ou ces films de science-fiction sont souvent très dystopiques, donc ça peut faire un peu peur. Mais en tout cas, voilà, c'est le fait d'arriver sur des approches, super futuristes, de débloquer plein de sujets aussi. Hem, En fait, il y a plein de problèmes aujourd'hui, de nos jours, qui passent par par des algorithmes, de ce genre et c'est super intéressant, en fait, d'être, vraiment, de faire vraiment partie de ceux qui peuvent, résoudre, plein de problèmes complexes grâce à ces outils-là. Tu peux nous redonner des exemples concrets, justement, des projets, sur lesquels tu as travaillé un petit peu, par le passé? Tu as Ouais. parlé d'applications dans le monde du cinéma, tu as parlé aussi de détection de fraude. Moi, je me mets un peu à la place, tu vois, par exemple, tu te mets à la place de l'administration française, j'imagine qu'il y a plein de choses qui pourraient être, en termes de fraude, qui pourraient être détectées, grâce à l'intelligence artificielle ou le machine learning, des choses, qui paraissent assez évidentes. On se met, à la place aussi, peut-être, bah, je sais pas, donne-nous des exemples, concrets de ce que Ouais. sur lequel tu as travaillé, Je auquel on travaille. je vais te donner 2 exemples. Le premier, c'est un que j'ai fait et ramené au monde du cinéma et qui va parler à beaucoup de gens. C'est, heu, puisque Allociné est classé très souvent dans les premiers résultats de Google sur un film donné, en fait, on est capable, en amont de la sortie d'un film, d'avoir une bonne idée de si un film va marcher ou pas. Et en amont, ça veut dire à peu près un mois avant. Donc, ça veut dire quand même qu'il a été tourné, que, le script a été écrit, qu'il a été validé et cetera. Mais, ça peut quand même avoir des impacts sur le budget marketing, de savoir si un film, va se planter ou pas un mois avant. Et donc avec des données comme combien de vues il fait jour par jour, à partir de quelque chose comme, 3 mois avant jusqu'à un mois avant ou à partir du moment où la bande annonce sort. À partir de données comme, est-ce qu'on est en vacances ou pas? Est-ce que c'est une sortie ou pas? Du genre du film, est-ce que c'est un film d'action, un film familial, un thriller et cetera? À partir de toutes ces données-là, on peut avoir une bonne estimation de est-ce qu'un film, va fonctionner ou pas et combien d'entrées à peu près il va faire en France. Ça expliquerait peut-être les dernières sorties de Guillaume Canet, sur son film Astérix avant qu'il soit en salle, qui appelle un peu au secours en disant: «Allez voir le film, sinon, le cinéma français est mort», parce qu'il a touché un gros budget et apparemment c'est un peu la panique à bord. Donc peut-être que les algorithmes ont détecté que le film était pas si bon et allait se planter, j'en sais rien. Alors je ne suis plus chez Allociné mais, ce que je sais et qui est public, c'est que ce film, il est à 75 millions d'euros de budget environ.
et c'est quelque chose d'assez énorme. Un bon film français, en général, c'est autour de 10 millions en ordre de grandeur. Donc là, on est quasiment sur du x10. Donc en fait, effectivement, s'il se plante, je pense que ça va mettre pas mal de personnes dans le mal dans le monde du cinéma. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que si je reprends bon, désolé pour la digression, mes amis auditeurs, on va pas cinéma à 5 minutes. Toi, je prends le dernier Luc Besson, il est pas très sorti, c'était Valérian. Ça remonte quand même, hein, ça fait 5-6 ans peut-être. Et à l'époque, énorme budget aussi pour lui. D'ailleurs, je crois que sa société a eu beaucoup de mal à s'en remettre parce que les entrées n'ont pas été folles. Pourtant, c'est vraiment un excellent film. Mais en fait, finalement, il a eu une vie après le cinéma. Je sais pas, à l'époque, tu étais déjà dans ces. Ça te parle, non? Tu étais dans ces. Ça me parle. Alors, en fait, j'étais en stage chez Orange et Orange, ils avaient financé le film, donc ça me parle aussi. Ah bah par vas-y, rapport. dis-nous les dessous du. Et donc effectivement, là encore plus gros budget, mais parce que mes Besson c'était un peu l'exception qui était capable de faire des films français à gros budget. Donc là, même en ordre de grandeur, je crois que c'est autour de 200 millions d'euros de budget. Ah ouais. Mais en fait, ce que j'ai l'impression, c'est que le rendu à la fin, c'est pas le film, c'est pas le rendu d'un film à 200 millions de budget. En fait, c'est plutôt le rendu d'un film à 50 ou 100 millions de budget. Parce qu'en fait, il a payé très cher des Cara Delevingne, etc. Pour en guest, on va dire, et qui sont pas des personnes qui sont actrices de base et où en fait c'est pas je sais pas, c'est le budget d'un film où il y a un Tom Holland en fait et où c'est pas le rendu d'un Tom Holland. Si tu veux. Ouais, ouais. Mais ça a été détecté en amont que ça allait. Toi, qu'est-ce que tu Ça, disais? effectivement, il le pressentait, ouais, mais après, c'est pas sur de l'algorithmique, c'est plus sur, et donc là, on entre vraiment dans la digression. C'est plus, en fait, quelques semaines avant la sortie d'un film, on va le présenter à des initiés et les critiques, ils vont donner leurs premiers avis, qui vont aussi atterrir sur les sites, etc. Et les avis, ils étaient pas très bons. Et quand on commence à avoir ces critiques-là, on sait déjà si un film, ça va être un pur carton ou quelque chose comme ça. Par exemple, un Bienvenue chez les Ch'tis, en fait, 3 mois avant, il savait que le truc, il allait déchirer. Ouais. Il remonte encore Bon, plus loin. moi j'ai trouvé très Voilà. bon, parenthèse fermée, très bon film de science-fiction. Allez. Tu nous as parlé donc de la détection en amont de la réussite de films de cinéma. Donc ça, c'était déjà il y a quelques années que tu travaillais là-dessus. Mmh. Ça s'est sûrement amélioré depuis. T'as d'autres projets, d'autres exemples que tu peux nous donner? Ah, Toi, personnellement, alors sur lequel tu travailles? c'est pas un exemple perso, mais c'est un exemple qui a pas mal été médiatisé et qui fait le lien avec ce que tu as dit avant, côté gouvernement. Google, pardon, le gouvernement a payé Google, via, ce que donne c'est public, hein, via Capgemini pour détecter les piscines. Ah, des C'est-à-dire piscines qu'en des particuliers l'été? Mmh. Voilà, c'est-à-dire que quand on a une piscine, d'extérieur, il faut payer des impôts. Je sais pas si c'est la taxe d'habitation, peu importe. Il faut payer des impôts et beaucoup de gens ne déclarent pas leur piscine et donc l'État a décidé, de trouver une manière de le faire de manière, automatique pour envoyer, des avis aux gens les invitant à déclarer leur piscine. Et ça a coûté, la modique somme de 20 millions d'euros et ça a rapporté quelque chose du même ordre de grandeur, en fait, avec, des taux d'erreur, assez élevés. Donc cet exemple-là, c'est plutôt un échec. Mais, en D'accord. tout cas, c'est intéressant justement de voir ce genre de modèle, à l'échelle. Mais après, il y a des si je continue et en fait, ces modèles de machine learning là, ils sont partout dans notre quotidien. Quand on va utiliser un Google Maps, et on va avoir des bouchons qui nous sont indiqués et des temps de trajet, c'est du machine learning. Quand on utilise Uber, et que, ça va nous proposer, le pilote le plus proche, enfin le chauffeur plutôt, le plus proche. C'est pas toujours des pilotes, ouais. Ouais, voilà. Le chauffeur le plus proche, en tout cas, et là, c'est un algorithme qui va matcher ces choses-là et qui aura l'expérience de si la personne est à tel endroit, en moyenne, elle va mettre tant de temps pour venir en fonction du trafic actuel. D'accord, OK. Toi qui es dans le milieu, de tous les jours, c'est quoi les projets, qui t'emballent le plus, tes projets rêvés, les applications, heu, vraiment, hors du commun qui pourraient changer la vie des gens, au-delà des outils dont on va parler après, les fameux, outils d'écriture et de création artistique? C'est effectivement ce auquel je pensais. Après, il y Ah, a, c'était je la pense, question piège.
tout non, 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 il y a pas mal de choses auxquelles je pense directement. Une première application, c'est la santé. Ça peut être assez touchy parce qu'en fait, on va être capable assez rapidement et on est déjà capable sur certains cas d'usage, d'utiliser ce genre de modèle pour, détecter, des maladies, souvent des cancers, des choses comme ça. Hem et donc ça, c'est super parce que, heu, on va avoir des capacités de détecter ces maladies plus en amont que, que ce qui est fait actuellement, manuellement par l'homme. Ce qui va permettre de mieux les traiter, les soigner et donc ça c'est une vraie application, très concrète, qui va, a priori, dans le sens du bien de l'humanité. OK. D'autres idées? D'autres choses, Après, il y a tout ce qui est, hem, je vois pas mal de choses sur, en ce moment sur, l'assistance, au port de charges lourdes. Moi, ça je sais pas pourquoi ça m'amuse parce qu'en fait, c'est des sortes de c'est, bah, c'est un peu à nouveau, sur les films comme dans les films de science-fiction, c'est-à-dire que la personne, elle va avoir des sortes de bras robotisés, qui vont l'aider, en étant super synchronisés avec elle, à porter des choses de 200 kilogrammes, un peu comme des sortes de Transformers, pour, voilà, porter des choses et les aider dans leur quotidien, sur certains métiers, ça va enlever de la pénibilité, assez fortement. et là-dedans, il y a de l'intelligence artificielle? Là-dedans, il y a de l'intelligence artificielle parce que, en fait, ça va essayer de comprendre, les comportements, les comportements humains, qui font que, quand la personne a fait ça, elle cherche à faire, tel truc. Enfin, quand elle lève la main, il se passe, telle chose et ça se déroule comme ça et où, en fait, on peut pas se limiter à mettre 1000 règles. Heu il faut, un peu d'apprentissage pour deviner toutes les règles, qui correspondent au déplacement humain. Ouais. D'accord, et au niveau de la conduite? Et au Ça niveau de la conduite, effectivement, alors je pense que c'est pas près d'arriver en Europe, mais je pense que c'est assez stylé, et après, il y a un truc donc c'est quelque chose, on n'en est pas si loin et on sait le faire, dans certains cas particuliers, je pense par exemple sur une autoroute où il faut aller tout droit, et qu'il y a des, bandes blanches, très bien délimitées. C'est quelque chose qu'on sait et ou suivre, une autre voiture, avec une distance de sécurité raisonnable, c'est quelque chose qu'on sait faire. Après, on ne sait pas le faire dans tous les cas d'usage et il y a eu pas mal de problèmes, où les algorithmes, justement, ils ont l'habitude d'apprendre des trucs et où, je me rappelle d'un cas où il y avait eu un bout de scotch noir sur un panneau stop Mmh. et l'algorithme a confondu le panneau stop avec un panneau 70. Donc pour l'instant, on n'est pas prêt à lâcher dans la nature, totalement, des voitures autonomes. Mais c'est quelque chose, effectivement qu'on aurait envie d'avoir. Après pour l'instant, j'ai encore du mal à voir, mais avec le télétravail, c'est des choses qui évoluent. Comment ça pourrait, diviser par 10 comme annoncé le nombre de voitures? Parce que certes, il y a l'argument de les gens en moyenne, ils passent 5 de leur temps en voiture, mais en fait, tout le monde prend la voiture en même temps. Et c'est quoi la différence fondamentale alors du coup entre la conduite avec le cerveau humain, heu et un algorithme finalement? Ah, c'est une super question. Hem, il y a plusieurs trucs. Il y a un sujet déjà de réflexe. A priori, l'algorithme, il va avoir des meilleurs réflexes et ça va permettre de ce niveau de réflexe, ça va permettre de fluidifier le trafic. Tout simplement parce que, toi, tu vas attendre que la voiture de devant, démarre, pour, démarrer et aussi il y a des phénomènes naturels qui font que des fois, tu as envie de doubler une personne et en fait, le fait qu'il y ait plein de gens qui doublent des personnes sur des 2 voies ou des 3 voies, ça va naturellement créer des bouchons et c'est un phénomène qui a beaucoup été documenté au Québec et ces phénomènes-là de dépassement de voitures qui créent des bouchons, en fait, par du machine learning, c'est quelque chose qui n'existerait plus. On pourrait aussi, si on élève un peu la réflexion, imaginer qu'il y ait un seul ordinateur, alors sans prendre en compte les problèmes de sécurité, que ce seul ordinateur commande toutes les voitures et donc il pourrait toutes les faire démarrer en même temps. Tu un peu où tu as une intersection, bah, vu que le truc il contrôle parfaitement, tu pourrais avoir des voitures qui à 100 km/h se croisent toutes en même temps parce que le truc il contrôle parfaitement, au millimètre près ce qui se passe. Donc du coup, tu as une voiture tac, 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 ce que l'humain ne peut pas faire et ne fera jamais. Et donc tu pourrais,
à infrastructure constante multipliée par 2 ou 3 ton trafic. Bah, ce qui est ouais, en fait, on pourrait déjà imaginer, peut-être pas en ville, mais sur les grands axes autoroutiers où les causes de mortalité sont, principalement la fatigue et les consommations, de stupéfiants, hein, alcool, drogue. Heu heu, Là, déjà, ça pourrait, permettre, de peut-être de réduire, l'accidentologie et comme tu disais, les problèmes de trafic parce qu'en fait, souvent, ça vient de phénomènes d'accordéon, enfin, de gens qui ralentissent parce qu'il se passe un autre truc à côté et puis ou qui doublent et qui restent à une vitesse, heu trop réduite sur les voies où ça devrait être fluide. Enfin, voilà. Donc là, il y aurait des applications intéressantes. Ça permettrait aux gens de se reposer, de regarder un bon film en voiture, déjà. Voilà. Mais effectivement, on n'est pas prêt encore donc là, il y a une grosse question philosophique derrière. On n'est pas prêt, à mon avis, et d'accepter ça. Par contre, tu vois, on peut se poser la question à un moment donné, peut-être dans, je sais pas à quel horizon, 10, 20 ans, mais est-ce qu'on pourrait imaginer que les assurances te demandent une surcotisation si tu refuses que ce soit l'intelligence qui prenne la main sur ta voiture, par exemple, tu vois? Qui pourrait dire, demain tu prendrais une assurance et le prix, bah, c'est 50 € par mois si tu laisses ton IA conduire à ta place sur l'autoroute. Si tu prends la main, c'est 70 ou 100 € parce que tu augmentes les risques. Est-ce qu'on pourrait arriver à ça, à ton avis? Effectivement, je pense qu'on pourrait y arriver. On a déjà eu une première étape, là-dessus où, il y a certaines assurances dont je ne sais plus les noms, qui proposent surtout aux jeunes pour réduire le coût de leur cotisation, de mettre un boîtier qui va étudier leur comportement, de conduite. Ah ouais? D'accord. Donc, si on bat, si on freine trop fort au stop, si on accélère trop fort, si on dépasse les vitesses, le coût de l'assurance, va changer et si on se comporte bien, le coût va plutôt avoir tendance à baisser. Si on conduit trop aussi, je crois que le coût augmente. Enfin, il y a plusieurs critères et donc en fait, ça me semble être des mécanismes, très très similaires à ça, sachant que, Qu'on retrouve dans la santé d'ailleurs. Aux États-Unis, on commence, comme tu disais tout à l'heure, si les gens acceptent d'être mesurés, sur des critères de santé, tous les matins sur sa balance ou avec les capteurs de glycémie et cetera, les polices d'assurance, varient parce qu'on est capable de détecter, maintenant, des déviances, des pathologies ou des choses comme ça pour les malades chroniques, il me semble avoir entendu, c'était le PDG de Withings qui expliquait ça, d'ailleurs. je sais pas à quelle échelle c'est fait, mais effectivement, après ça pose aussi des problèmes ou en tout cas des questions de philosophie, vis-à-vis de ça. Parce que sur le système de santé, en tout cas sur le système français, le principe de base, c'est la solidarité et effectivement, il y a des personnes qui sont, plus à risque et donc même en connaissant le fait qu'elles soient plus à risque, sur la sécurité sociale, ça va pas changer la valeur des cotisations. Ça va jouer sur la mutuelle parce que un gros facteur de risque, en vrai, c'est l'âge et ce facteur-là, il est pris en compte dans le prix de la mutuelle. Mais d'autres facteurs, qui vont être effectivement, le fait de prendre, de l'alcool, de fumer, régulièrement, de faire des sports extrêmes, c'est des choses qui pourraient, qui pourraient être imaginées, mais qui nécessitent aussi, à mon avis, tout comme la conduite, une acceptabilité sociale assez forte. On revient à nos moutons, Allez. allez, c'est parti. Donc c'est quoi, donc on va être sur les outils d'intelligence artificielle là de création de contenu, donc écriture et artistique, hein, les images, les choses comme ça. Qu'est-ce qui se cache derrière, du coup, le fameux, Chat, GPT? C'est quoi ChatGPT? Heu et qu'est-ce qui se cache derrière? Q ChatGPT, c'est ce qu'on appelle, un prompt. Un prompt, ou autrement dit, en français, une boîte de dialogue, une boîte de discussion, dans lequel on peut, donner, des instructions, dialoguer et la machine va nous répondre en fonction de ce qu'on lui a répondu. Et ça, c'est la version, assez simple, on pourra creuser après. Mais je vais répondre à la deuxième partie de ta question. Qu'est-ce qui se cache derrière ChatGPT? ChatGPT, ça appartient à une boîte qui s'appelle OpenAI. OpenAI, c'est une boîte qui a été cofondée par, Elon Musk, qui est connu, et une personne qui est moins connue, qui s'appelle, Sam Altman et qui est, le CEO actuel. Il y a eu plusieurs investisseurs, au début. Puis petit à petit, Microsoft a pris la main avec, là
On parle d'une dernière, je sais pas si on peut appeler ça une levée de fonds, mais en tout cas au moins un investissement de l'ordre de 10 milliards de dollars pour Microsoft, qui détiendrait aujourd'hui autour de 49%, donc juste en dessous des 50% qui induiraient sa possession, OpenAI. Ok, donc C'est une boîte qui a OpenAI, été fondée en c'est un moteur qui fait tourner donc le ChatGPT, mais il fait tourner quid des autres outils de création de contenu automatique? Il y en a plein. Donc ça veut dire qu'il y a un code source qui est mis à disposition des créateurs de logiciels pour faire de la transcription, pour faire de la création de contenu automatisé. Est-ce que c'est les mêmes choses qu'on retrouve derrière les créations d'illustrations ou pas? Tu peux nous éclairer un petit peu plus là-dessus? Ouais. Alors, sur les créations d'illustrations, OpenAI, ils ont été un peu moteurs là-dessus avec leur premier modèle qui s'appelait DALL-E et le second modèle, qui s'embête pas trop, DALL-E 2. D'accord. DALL-E, c'est en référence à Wall-E. Et après, il y a eu d'autres modèles, comme Midjourney, Stable Diffusion. Et là, c'est plutôt, des gens qui ont dit: «OK, on est je vois que, OpenAI a été capable de faire ça à l'échelle» et du coup, en partant effectivement d'une certaine base, mais qui est pas une base énorme, commune, ils ont, créé, leur propre modèle qu'ils ont mis à disposition, du public. Donc il y a si je résume, pour ceux qui sont pas trop dans ce milieu, il y a OpenAI, l'auteur de, ChatGPT qui a fait un DALL-E. Il y a Google qui a sorti son modèle aussi, qui s'appelle Imagen, mais qui est très peu médiatisé finalement. Et après, il y a du Stable Diffusion et du Midjourney qui vont être plus du côté de l'open source. Et ces 4 modèles, ils ont un peu été créés quand même assez largement, indépendamment les uns des autres. Donc ça, c'est sur la création d'images. D'accord. Donc si demain je vais sur un soft qui me dit je vais t'aider à créer du contenu, des titres, des articles de blog, des posts LinkedIn, qui s'appelle XYZ, lui il tourne sur quelle plateforme? Alors, sur la création de texte, c'est un peu différent. Ah, d'accord, La plupart, ils sont quand même basés sur GPT-3. d'accord. Parce que GPT-3 dispose d'une API. Et donc, par exemple, le plus connu autre que du ChatGPT ou du GPT-3 pour ceux qui font de la création de contenu, il s'appelle Jasper. Et un Jasper, il va être très largement basé sur du GPT-3. Donc ça Par veut dire contre, que ça veut dire que ces outils-là qui tournent sur du GPT-3, ils sont en retard par rapport à ChatGPT qui lui ou est-ce qu'ils vont pouvoir évoluer? Est-ce qu'ils font évoluer leur propre système en fonction de leurs propres objectifs? Ou alors c'est juste des gens, voilà, qui profitent de la vague et de la hype, qui créent une interface, qui utilisent, l'API et puis derrière, il y a rien quoi, en fait. Et on paye, peut-être quelque chose, alors que derrière c'est juste, utiliser le code, qui est en libre service et puis c'est tout, quoi. alors, c'est intéressant comme question. Et il y a plusieurs questions dans la question. Sur la première partie, quand ils ont sorti ChatGPT, en fait, ils ont sorti un modèle qu'ils ont appelé GPT 3.5, sur lequel est basé ChatGPT, avec un certain ensemble de paramètres. Et le GPT 3.5, il a directement été inclus dans l'API de GPT-3. Donc, ça veut dire que les logiciels qui se basent sur du GPT-3 peuvent d'ores et déjà utiliser GPT 3.5. Et GPT 3.5 a même été annoncé 2 jours avant ChatGPT. Et donc, dès le début, ça a été dans l'API. Ensuite, ils ont quand même une plus-value, c'est-à-dire que, un Jasper, il va, pouvoir donner la possibilité facilement d'entraîner ces données sur des domaines en particulier. Donc, par exemple, je vais écrire si on reprend le domaine du cinéma, eh bien, il est capable de dire, «OK, moi j'ai une surcouche et cette surcouche, elle permet, d'être plus précis sur le cinéma» et par exemple, je ne sais pas si on veut faire des tâches de traduction, il va connaître, les titres et donc il va pas traduire les titres mot à mot parce qu'il sait que, tel titre en français, ça correspond à tel titre en anglais. Donc il y a quand même une plus-value. Hem, Après ça dépend de quel temps on dispose et de ce qu'on veut faire, mais c'est assez facile de le refaire soi-même, mais assez facile, c'est quand même quelques heures. Et après, c'est un Jasper, c'est l'ordre de grandeur, je sais pas combien c'est exactement, mais c'est 50 € par mois. Donc, c'est passer quelques heures à refaire le truc soi-même versus payer 50 € par mois. Donc, c'est quand même un arbitrage qui me semble valable. Mais je reviens à ma question de départ, celui qui utilise le code source, donc on peut prendre l'exemple de Jasper, est-ce que lui après il apporte des améliorations à ça
par rapport aux applications qui lui sont propres. Donc, il a une plus-value ou c'est juste des profiteurs. Oui, bon, il crée une interface, comme tu dis, et puis voilà, il a fait le boulot de 5 heures en quelques minutes, quoi. Oui, Enfin, non, il t'a il crée une remplacé, interface, toi. mais il crée une interface, mais il va aussi, il va aussi entraîner des données sur des domaines spécifiques. Tu veux écrire sur le secteur de l'assurance. Il a fidé spécifiquement sur ce secteur-là un modèle qui est une surcouche par rapport au modèle de GPT, ce qui fait que ça va permettre normalement de donner des résultats plus précis. D'accord, ok. J'espère qu'on a été assez clair. Du coup, c'est quoi on voit la crainte derrière tout ça. On a vu un petit peu dans les écoles, là, les étudiants qui utilisaient ChatGPT pour faire leurs devoirs. Sciences Po qui l'a interdit l'usage. On a les créateurs de contenu qui finalement, ceux qui créent du contenu original commencent un petit peu à flipper parce que tout le monde est capable d'écrire un post, se faire écrire son petit post LinkedIn ou son article de blog. Voilà, il y a plein de choses derrière qui remettent en question la création de contenu, la validité aussi des contenus qu'on va trouver sur Internet. Moi, je me rappelle avoir discuté de ça déjà il y a plus de 5 ans avec quelqu'un qui me disait, tu vas voir le premier enfin, l'intelligence artificielle sur la création de contenu va être un vrai problème parce qu'on ne saura plus distinguer dans les livres d'histoire ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Chacun va créer des choses un peu farfelues, on ne saura plus distinguer. Donc voilà, c'est quoi les vrais enjeux de demain et d'après-demain par rapport à ces outils de création artificielle? Alors, vu que ces outils-là, ils créent des contenus entre guillemets originaux qui sont un mix d'autres contenus existants, c'est très compliqué de prouver qu'un contenu a été créé par ChatGPT ou par un autre outil. Mais c'est le principal utilisé. C'est pour ça que je vais dire ChatGPT par défaut à chaque fois. C'est très compliqué. Et donc, en fait, ça me fait penser un peu à ce qui est dans le sport avec le dopage. Ça me semble être une bonne analogie. C'est-à-dire que, en Ouais. fait, à un certain moment, les gens qui prenaient l'habitude de se doper étaient technologiquement plus avancés que les moyens de détection du dopage, ce qui faisait que il y a une course perpétuelle qui existe encore face au dopage. Je pense qu'on va rentrer dans un truc un peu comme ça sur la création de contenu. Donc là, par exemple, il y a ChatGPT qui sort. Un mois plus tard, il y a des gens qui annoncent qu'ils ont un modèle qui permet de bien détecter à 99% du ChatGPT. Première question, moi je suis prof, mettons, j'utilise ce modèle-là pour détecter si mes élèves ont utilisé ChatGPT. Est-ce que, si ça part super loin, je sais pas, en commission de discipline ou quelque chose comme ça, le fait d'avoir un algorithme qui me dit ouais, c'est à 99% probable que la personne ait utilisé ChatGPT, ce sera valable et ce sera un argument suffisant. C'est pas sûr. Donc, tu poses des questions énormes sur l'apprentissage. L'autre truc, comme tu le disais, c'est que ces modèles, en fait, si on fait pas gaffe, ils peuvent raconter beaucoup de conneries. Et donc, il faut quand même être un peu expert, ou en tout cas connaître le sujet pour savoir s'il raconte n'importe quoi ou pas. Parce que, en fait, il raconte les choses avec une aisance qui fait qu'on ne se doute pas de si c'est vrai ou faux. Et très clairement, si on ne connaît pas le domaine, on va juste l'écouter. Et la question que je me pose par rapport à l'apprentissage, c'est de dire les trucs très faciles, en fait, ChatGPT, il saura y répondre. Et les trucs très compliqués, il saura y répondre moins précisément. Et donc, comment on fait apprendre des choses aux gens maintenant que ChatGPT existe? En fait, c'est une vraie question pour moi, ça. Parce que la solution de facilité, on te donne des exercices de base. Si tu as envie si ton incentive, c'est juste avoir une bonne note et qu'on te donne un devoir maison à faire, en fait, tu vas aller sur ChatGPT, tu vas poser les questions, tu vas avoir la réponse. Mais toi, personnellement, tu n'auras rien appris et tu vas pas pouvoir t'améliorer dans ce domaine-là. Ouais, Tu vois non, ce non, que je veux dire? ouais, complètement. En fait, aujourd'hui, c'est comment on donne aux gens l'objectif, le goût d'apprendre, alors que toutes les réponses sont accessibles en quelques clics. C'est un peu pourquoi faire des maths alors qu'il y a des calculettes, quoi. C'est un peu ça, c'est un peu l'idée derrière.
Ouais, Ça c'est va même c'est plus c'est un loin, peu mais ça, sauf qu'en maths, très vite, tu passes aux lettres et ouais, ouais, la calculatrice, au elle bout c'est d'un ouais. moment, elle te sert plus à rien et quand tu es dans le supérieur, on t'autorise ou pas la Mmh. calculatrice. Souvent, on va pas te l'autoriser et ça servira à rien parce que de toute façon, il y a très peu de calculs complexes à faire. Et par contre, tu pourrais mettre, elles ont un peu de mémoire, donc tu pourrais très bien mettre toutes tes fiches de révision dans ta calculatrice, donc c'est plutôt pour ça qu'on va te l'interdire. Mais mais effectivement, à bas niveau, bah, on va te faire assez bêtement, des tables de multiplication, pendant, tous les mois de ton année de je sais pas en quelle année on fait ça maintenant en CE2. Pendant tous les mois, on va faire une évaluation sur les tables de multiplication et c'est comme ça que ça va rentrer parce que, tu as intérêt à avoir des bonnes notes et c'est une interro sur table, donc tu peux quand même moins tricher. Mais il y a des domaines, où c'est beaucoup plus complexe de faire ça. Beh, oui et en plus, on le voit déjà que les gens ont du mal à développer un esprit critique par rapport à ce qu'ils lisent. Ils s'abreuvent de contenu, sur, les réseaux sociaux sans remettre en question, la provenance ni, ni ce qu'il y a derrière et du coup, ça risque d'accentuer, le problème. Il ne faudrait pas que, les outils d'intelligence artificielle deviennent, les juges de paix, sur, les contenus parce que justement, en fait, ils apprennent du contenu déjà existant sur internet, donc ils tournent en vase clos. Il y avait Pour moi, je vous renvoie évidemment vers les excellents épisodes de Silicon Carnet, de Carlos Diaz, donc où il avait interviewé, que ce soit sur la création de contenu, assisté pour les illustrations, où un intervenant qui était professeur disait: «Lui, c'est un formidable outil parce qu'il apprend à ses élèves à être critiques par rapport à ça et à travailler à partir de ça». Donc et puis, sur la création sur ChatGPT, dans l'épisode, ils expliquaient que, bah, déjà les apprentissages, principaux se faisaient sur le contenu en langue anglaise, donc tous les contenus qui ne sont pas en langue anglaise, aujourd'hui ne sont pas pris en compte. Donc dans les réponses, attention, mais j'imagine que tout ça va être corrigé dans le temps. Donc à un moment donné, c'est quoi toi ta vision, à 5 ou 10 ans de ces outils-là, justement, ils seront encore plus performants? Est-ce que, ouais, et puis, moi, j'aimerais quand même, j'interviewe un ingénieur, donc on va pas faire que du philosophique. J'aimerais que tu nous expliques, un petit peu les vrais challenges technologiques qui se cachent encore derrière tous ces modèles et tous ces outils et comment au quotidien, les ingénieurs, travaillent à les résoudre. Ouais. Hem, alors un des gros challenges, c'est que pour l'instant, pour améliorer les modèles, un des gros trucs qui se fait, c'est de faire grossir le modèle. Mais en fait, on arrive un peu aux limites parce que, la taille des modèles actuellement grossit plus vite que la loi de Moore. Donc la loi de Moore, c'est un truc qui dit que, la puissance des processeurs double tous les 18 mois. En fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que la taille des modèles de machine learning, elle double plutôt tous les 13 ou 14 mois. Ce qui fait que au bout d'un moment, en fait, on n'aura plus assez de puissance de calcul pour faire tourner ces modèles. Et et actuellement, en fait, on est un peu, disons bourrin dans notre approche, dans le sens où, je veux que mon modèle soit un tout petit peu plus performant, c'est-à-dire, passer de je sais pas, on va suivre un indicateur, on va passer de 99 à 99,1. C'est quelque chose de très, très compliqué, mais ce qui correspond en fait à une diminution de l'erreur de 10 parce qu'on passe de 1 d'erreur à 0,9 d'erreur. Et pour diminuer cette erreur, on va, doubler ou peut-être même, faire x10, sur le modèle. Donc ce qui va nécessiter x10 en puissance de calcul. Hem, a priori, les coûts, diminuent, marginalement, mais, en tout cas, on va multiplier par quelque chose le coût. Actuellement, sur un ChatGPT, le fait de faire une requête, le coût, c'est de l'ordre, du centime à peu près. Donc, si, une infographie que j'ai beaucoup vu passer sur LinkedIn, c'est que, ChatGPT, enfin GPT-3 qui aurait actuellement, 175 milliards de paramètres, on passerait à 1000 milliards, non 100, ouais c'est ça, 100 trillions de paramètres, donc 100 000 milliards en faisant quelque chose comme fois 600. En fait, ça c'est faux, rien que d'un point de vue physique, parce que ça voudrait dire qu'une requête, au lieu qu'elle coûte 1 centime, elle coûte 6 €. Enfin, si les gens ils jouent, sur l'usage, actuel, ça voudrait dire que, OpenAI, ils vont dépenser, plus de 1 milliard d'euros de pertes journalières. Donc juste sur ça, c'est faux et donc déjà, c'est un gros challenge, c'est, heu
on a été capable d'améliorer les performances de plein de modèles en les faisant grossir au fur et à mesure que les capacités de calcul grossissaient. Maintenant, comment on repart de la base quasiment et on fait des modèles un peu moins gourmands. Et en plus, ça fait écho avec l'écologie, puisque forcément, le fait de même si on est capable de faire des transistors de plus en plus petits, il y a quand même un coût écologique derrière ça, parce que plus d'électricité, plus de métaux rares, et cetera. Donc je pense que ça, c'est un des gros challenges. Ouais, ouais. Bah oui, c'est sûr, la consommation énergétique du numérique, même si on sait que les gros consommateurs, c'est plutôt les plateformes de streaming et les réseaux sociaux, j'imagine que ces intelligences-là, elles vont consommer de plus en plus. C'est intéressant ce que tu nous dis. Donc en fait, finalement, la limitation aujourd'hui, elle est plus au niveau du hardware que, au niveau, savoir ou au niveau, il y a d'autres challenges? Enfin, je veux dire, j'imagine qu'il y a plein de gens qui doivent travailler Mmh. sur ces sujets-là de façon dispersée dans le monde. Est-ce que vous faites pas tous un peu la même chose dans votre coin et puis finalement, c'est un peu la course, à l'échalote, chacun essaye, comme tu dis, de faire gonfler son modèle, ou il y a d'autres choses, ou vous déjà, est-ce que vous mettez en commun? Est-ce qu'il y a des mises en commun au niveau, mondial? Est-ce que, il y a d'autres challenges aujourd'hui, bloquants, avant qui nous empêchent d'avancer, vers des outils encore plus autonomes, encore plus, fous qui remplaceraient bientôt, l'humain? Il y a effectivement aussi l'acceptabilité sociale, sans vouloir retourner sur la philosophie, mais c'est une question qui est un peu sur les lèvres de tout le monde, notamment dans le médical. Si par exemple, un modèle fait beaucoup moins d'erreurs qu'un médecin, mettons 10 fois moins d'erreurs, et on peut arriver aujourd'hui sur certains cas d'usage sur cet ordre de grandeur-là, mais qui fait quand même des erreurs. Hem, au moment où il va faire l'erreur, on va l'accuser, on va accuser le modèle, alors que, finalement, si c'était un médecin qui avait fait cette erreur-là, on se dit: «L'erreur est humaine finalement», et sauf qu'en fait, d'un point de vue mesure statistique, le modèle sera bien meilleur, mais se dire: «OK, c'est un modèle qui a décidé pour moi et il a fait cette erreur-là», c'est beaucoup moins accepté qu'un médecin, alors qu'un médecin en fait beaucoup plus souvent. Et D'accord. pareil sur la conduite autonome, les voitures autonomes, elles font, déjà en moyenne moins d'accidents. Comment on mesure ça? C'est, elles roulent, tant de kil un quelqu'un qui roule en moyenne, il a un accident tous les X kilomètres, et une voiture autonome qui roule, elle a un accident en moyenne tous les Y kilomètres, et du coup le Y est plus grand que le X, donc elle fait une voiture autonome fait moins souvent des accidents. Mais quand une voiture autonome a un accident, ça remonte directement dans la presse. Alors que, moi, si j'ai un accrochage avec mon voisin, à moins que je sois milliardaire, ça va pas remonter dans la presse. Sauf si c'est un accident, qui fait 40 morts. Ouais, mais je pense que l'acceptabilité sociale, ça n'empêche pas des gens, d'avancer sur les sujets et de développer des outils. Enfin, je sais pas si Ça à part peut-être les sur connaisseurs, mais ChatGPT, voilà, on n'entendait pas parler. Du jour au lendemain, boum, ça tombe, heu, les gens, ça veut dire que des gens travaillent sur des sujets, dans leur coin. Enfin, tu vois, c'est ça l'acceptabilité n'empêche, mais ça peut ça freiner le alors développement. ça Ouais. ça empêche pas sur la partie prototype, mais sur la Mmh. partie mise à l'échelle, si. D'accord, OK. Sur la partie prototype d'avancer, et cetera, effectivement, non, ça va pas être, quelque chose qui va gêner les gens. Par contre, s'il y a une grosse opposition, oui. Et d'ailleurs, le cas de ChatGPT est très intéressant, parce que finalement, eux, ils ont demandé leur avis à personne. Ils ont posté le truc, du jour au lendemain, comme tu dis, et ils ont fait, leur grosse plus-value finalement, c'est d'avoir ce prompt-là qui est très facile d'utilisation, et où, on crée un compte, on se connecte et c'est parti, on écrit et ça marche, et ça donne des résultats bluffants, et c'est un truc qu'on n'a jamais vu, et c'est pour ça que ça marche. Là où, effectivement le directeur de la recherche, dans l'intelligence artificielle chez Facebook, Yann Lequin, va dire: «Ouais, il a rien de révolutionnaire le système», et Facebook, en fait, ils ont sûrement un modèle, au moins équivalent, chez eux, dans les cartons. Mais en fait, ils ont pas fait ce prompt très facile d'utilisation qui fait que, hem cet usage du grand public, se développe énormément. Du coup, on va terminer, sur la question, que je vais te poser justement, c'est une bonne transition. C'est quoi l'impact sur les grands GAFA, les grandes majors? On voit que Alexa, d'Amazon, il est un peu à la peine. Ils ont inondé le marché d'outils, pour capter la voix et cetera. J'imagine que c'était pour recueillir de la donnée. Ils ont été aussi, un peu, à la bourre sur le ils avaient essayé de racheter, Withings, et puis finalement, Withings a coupé les partenariats avec eux.
Google s'est un peu fait doubler, sûrement à la traîne là-dessus et Microsoft reprend de l'avance. Facebook, nous a inondé d'informations il y a 1 an sur le métaverse, puis en fait, finalement, pas du tout sur cette partie d'intelligence artificielle et bien mal leur en a pris. C'est quoi ta vision, du coup, sur l'impact sur les GAFA? Et ce sera la dernière question. Ouais, alors, je pense, à ChatGPT, l'impact, assez direct qu'on voit, sur ce domaine-là, c'est tout simplement le moteur de recherche et pourquoi c'est important? Parce que, la pub, c'est encore plus de 80 du chiffre d'affaires d'un Google et une partie, encore plus grande, de la marge. Et donc si ChatGPT, du jour, pas du jour au lendemain, mais en quelques mois, serait capable de supplanter un moteur de recherche de Google, Google, il est tout simplement, fini et c'est pas 12 000 licenciements comme ils ont fait, ça sera plutôt, 150 ou 200 000. Ils garderont, que leur partie cloud ou je sais même pas s'ils pourront la garder parce qu'elle est pas très, très rentable. Donc effectivement, c'est un truc que Google, regarde avec attention et après, ils sont pas non plus, là où ils ont été surpris, c'est peut-être sur le timing parce que, les gars, ils ont sorti justement le truc, super vite et un peu comme ça d'un coup. Mais, après, ils ont des modèles dans les cartons pour ajuster ça et après, je pense que le gros challenge qu'ils ont là-dessus, c'est, qu'en fait, un Google, il est très, mal estimé de beaucoup de gens. C'est un peu le méchant aujourd'hui et donc du coup, si un nouvel arrivant arrive et sort un truc aussi fluide que Google, les gens, ils vont plutôt aller avoir tendance sur le nouveau parce qu'il y a l'aspect nouveauté, il y a l'aspect que Google, c'est, le grand méchant qui siphonne nos données et cetera et donc il faut qu'ils arrivent à garder, non pas une égalité technologique, mais plutôt une avance technologique, parce que sinon ils vont se faire supplanter par un nouvel acteur qui sera, plus sexy sur le papier. Même Écoute, si à la fin, ouais. OpenAI, c'est Microsoft derrière maintenant, quoi. Ouais, non, c'est clair. OK. Écoute, Valentin, merci beaucoup. Je te laisse 30 secondes pour faire ta promo personnelle, pour clôturer cette, partie 1. Voilà, tu as 30 secondes. OK, super, merci. Déjà, j'ai un site qui s'appelle Progresser en maths, donc si vous voulez vous intéresser aux maths, c'est, le bon endroit et aussi, de l'autre côté, la boîte dans laquelle je travaille, Elevate, si vous êtes dans la data, et que, continuer sur ce domaine-là vous intéresse, eh bien, on recrute et je vous invite à me contacter sur LinkedIn, c'est, Valentin Strache. Super, merci beaucoup. On se quitte et en partie 2, justement, si vous voulez en apprendre plus sur les maths et savoir comment vous former sur les maths, surtout quand vous êtes en études supérieures, j'ai compris, et vous venez écouter cette partie 2. Merci beaucoup, Valentin, et à bientôt. Merci Mathieu. Voilà, c'est la fin de la première partie de cette interview passionnante et j'espère que vous vous êtes régalés. Rendez-vous mercredi pour la diffusion de la deuxième partie. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter sur newsletter.planeteinger.fr, le lien dans le descriptif, pour ne rien rater de l'aventure du podcast. À bientôt!